Pour inaugurer maintenant, pour démarrer, lancer officiellement ces universités d'été, pour inaugurer cette 3e édition, nous avons l'honneur, le privilège, la joie cette année d'accueillir la ministre, députée honoraire, ancienne présidente du RPR, Michèle Alliot-Marie. Bonjour à tous. Merci. C'est super sympa, mais je crois que Julien veut qu'on soit strictement à l'heure. 1 heure militaire, a-t-il dit tout à l'heure. Alors, je voudrais d'abord vous dire combien ça me fait plaisir de vous retrouver. Remercier Julien pour son invitation, à laquelle j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Il y a déjà pas mal de temps, on était en plein bureau politique et il m'a glissé ça et j'ai dit oui, en principe, j'ai pris un peu de recul par rapport à la politique électorale et par rapport à la politique active, parce qu'à vrai dire, ce qui se passe actuellement ne me plaît pas beaucoup. Mais pour toi, je viendrai. Et pour toi, je viendrai parce que Julien, vous le connaissez tous, il a son caractère. Hein. On va pas, comme il est là, on ne va pas insister sur ce point. Mais c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses idées, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses amis, c'est quelqu'un qui est fidèle à ses engagements. Et je pense que dans la vie politique aujourd'hui, nous en avons sérieusement besoin. Alors oui, vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord sur tout. Même si l'un et l'autre, et vous êtes nombreux ici, nous réclamons du gaullisme, on peut avoir des idées différentes, parce que le gaullisme, c'est ça aussi. Et puis, je veux lui dire tout le plaisir que j'ai aussi à retrouver des tas d'amis, des collègues parlementaires, des militants. Philippe, je sais, va parler bientôt. Valérie, bon, nous avons une complicité en plus féminine. Ça existe aussi au sein du RPR, contrairement à ce qu'on avait dit autrefois sur le côté macho. Eh bien, l'important finalement aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Merci à vous tous d'avoir fait ce déplacement et de montrer comment vous êtes capable de vous mobiliser, comment bien vous êtes capable finalement de prendre sur votre confort pour quelque chose en quoi vous croyez, pour une certaine idée de la France, pour une certaine idée de la politique. Alors c'est vrai qu'on vient de vivre, ou nous sommes encore en train de vivre, une de ces années qui compte dans les existences. Une de ces années où finalement on ne sait plus très bien où on va, où on se demande où sont les valeurs, où l'avenir paraît des plus incertains. Crise sanitaire, crise économique, mais au-delà de ça, aussi une certaine crise de la sécurité, pas simplement sanitaire, mais de la sécurité de tous les jours, des remises en cause finalement de ce à quoi nous croyons les uns et les autres. On ne sait plus très bien où on en est. Et je pense que c'est aussi une de ces années où finalement on se demande vers quoi on va, où l'avenir paraît extrêmement brumeux, où on ne sait pas exactement à quoi se raccrocher. Alors, c'est vrai que dans ces conditions, où à la fois ce qui existait dans le passé est remis en cause, où on ne sait pas vers quoi on va, on peut se demander si ça a du sens, mon cher Julien, de se référer au gaullisme, de se référer finalement à un homme qui a vécu avant qu'un certain nombre de nos jeunes militants ne soient nés. Est-ce que tout cela a du sens? Eh bien, moi, je vais vous répondre que oui. Parce que finalement, l'accusation de ringardisme, du gaullisme, je la connais depuis longtemps. J'étais présidente du RPR, quand déjà les journalistes, toujours bien pensants et bien informés, se demandaient effectivement si tout ceci n'était pas complètement dépassé et si ça avait encore du sens. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis une fille de l'Atlantique. Je suis de Saint-Jean-de-Luz, où j'ai un port. Et je sais que c'est dans les tempêtes que l'on a le plus besoin d'avoir un cap,
qu'on a le plus besoin de savoir vers quel horizon on se dirige. Je sais que c'est dans les moments où il y a de plus de doutes qu'on a besoin de se raccrocher à des principes qui ont fait leurs preuves, de se raccrocher à des valeurs. Et finalement, si vous réfléchissez bien, ce qui compte, ce sont moins les hommes ou les femmes qui portent ces valeurs, mais les valeurs en elles-mêmes, et que l'on retrouve dans toute l'histoire de notre pays. Parce que la première de ces valeurs, c'est toujours un refus. Le refus d'une fatalité qui serait celle d'une disparition de notre pays ou de nos valeurs. Le refus d'un déclin qui serait la marque de l'affaiblissement de notre pays dans le monde, de sa moindre capacité à faire entendre sa voix. Et ça, nous l'avons retrouvé tout au long de notre histoire. Parce que l'histoire de France n'a jamais été un long fleuve tranquille. On l'a retrouvé depuis Vercingétorix, lorsque César et les armées romaines voulaient faire disparaître la liberté, la souveraineté d'une Gaule qui était encore bien divisée, certes. Mais il y a eu ce refus d'accepter qu'on impose de l'extérieur une volonté, voire une culture qui n'était pas la nôtre. Finalement, ces valeurs, elles ont aussi été portées par Jeanne d'Arc, au moment où notre pays risquait d'être asservi par notamment toute la culture déjà britannique. Allez, on ne va pas parler de nos amis britanniques maintenant, mais c'est vrai que c'était aussi ça. C'était le roi d'Angleterre qui prétendait gouverner la France. Et il y a eu ce refus. Refus de quelques-uns, toujours. Mais ensuite, refus du pays tout entier qui a fini par adhérer. Ça a été exactement la même chose avec Napoléon. Napoléon, c'est aussi le refus que les peuples européens, et notamment les monarchies européennes, ne viennent conquérir et diriger notre pays à notre place. Et bien entendu, le général de Gaulle. Finalement, le siècle suivant va incarner aussi cette capacité de notre pays de réagir. Et aujourd'hui, où nous sommes confrontés à des crises et à une mondialisation, où on nous parle trop souvent de déclinisme, où on nous parle trop de l'effacement de la France, où on nous parle de la moindre influence de la France dans le monde, eh bien, ce sont les mêmes valeurs qui se rappellent à nous et les mêmes qui nous créent une exigence d'action en la matière. Alors, oui, je crois qu'aujourd'hui, nous avons effectivement besoin de nous raccrocher à un certain nombre de ces valeurs qui sont le refus de la fatalité du déclin, une vision d'un monde dans lequel la France a son mot à dire, où sa parole compte. Et moi, je peux vous assurer, comme ancien ministre de la Défense ou ancien ministre des Affaires étrangères, combien dans le monde entier, il y a des gens qui ne savent peut-être pas très bien où est la France, mais qui pensent que la France a son mot à dire dans ce qui se passe. Et lorsque nous voyons un Trump qui a une vision très unilatérale du monde, quand nous voyons une Chine qui a une envie de domination du monde, quand nous voyons une Russie qui a réussi à renaître après le communisme, mais qui a aussi des ambitions, quand nous voyons l'Iran, ne l'oublions jamais, où vous avez, à travers l'islamisme, une vision aussi très unilatérale du monde et une volonté d'imposer, pour certains d'entre eux, la conception du monde qu'ils ont à l'ensemble des pays, nous voyons qu'il y a là aussi un besoin de réagir et un besoin de réaction où ce sont nos valeurs de liberté, d'égalité, de respect de l'autre qui peuvent être montrées comme modèles. C'est ça, ce que dans des pays comme l'Afghanistan ou le Mali ou l'Argentine, on entend de la France. C'est ce que l'on attend de la France, cette vision. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas renoncer à être ce que nous sommes, ni renoncer à nos valeurs. Et puis, le gaullisme, c'est aussi une conception de la nation, une conception de la souveraineté, une conception aussi de l'unité nationale, qui est indispensable pour avoir la force d'agir. Alors oui, toutes ces valeurs, tous ces principes, ce sont des guides
dont nous avons besoin dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça, effectivement, ce que nous portons. Et dans le même temps, il faut bien voir qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, nous avons aussi une parole à dire. Le gaullisme, ça n'est pas le repli sur le passé, je viens de vous le dire, puisque c'est une réponse aux problématiques actuelles, mais ce n'est pas non plus un repli sur soi. Or, certains, aujourd'hui, vont rechercher des réponses à toutes les problématiques du monde en disant « ignorons ce qui se passe autour et replions-nous sur nous-mêmes pour rester nous-mêmes ». Ce n'est pas le gaullisme, ça. Parce que le gaullisme, c'est aussi un pragmatisme. Je vous disais tout à l'heure, il y a une vision, il y a une ambition, il y a un sens du futur qui a toujours été celui du général de Gaulle. Et c'est ça aussi que nous devons porter. Et nous voulons être nous-mêmes, non pas contre les autres, mais parce qu'en étant nous-mêmes, cela nous permet aussi de dire aux autres « soyez vous-même, nous respectons ce que vous êtes, mais ne nous demandez pas de changer ». Et que ceux qui pensent que les valeurs que nous proposons sont des valeurs qui leur conviennent le mieux, alors ceux-là, nous voulons aussi les aider à le mettre en œuvre. Alors, finalement, le problème est de savoir aussi si dire « nous sommes gaullistes », c'est la solution à tout. Parce que ce qui est très drôle entre nous, aujourd'hui, c'est de voir que tout le monde se réclame du gaullisme, y compris ceux qui l'ont été le moins. Et nous avons un autre problème, effectivement, c'est que nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, mais dans le même temps, nous ne devons pas nous diluer. Et c'est la raison pour laquelle il est important que vous soyez là, à travers toute votre diversité. Parce que le gaullisme, c'est aussi une exigence. Le gaullisme, c'est une exigence pour chacun d'entre nous, comme c'est une exigence pour la nation tout entière. Et d'abord, une exigence de courage. Et je veux insister sur ce mot, parce qu'on est à une époque où trop peu de gens ont du courage. Que ce soit ceux qui se contentent de répéter ce que les autres disent parce qu'ils ne prennent pas de risques, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, que ce soit ceux qui façaillent selon le sens du vent ou selon le sens des sondages, ou que ce soit ceux qui restent dans leur petit coin en se disant, surtout, essayons de ne pas faire entendre parler de nous, comme ça on restera tranquille. Si vous êtes là, si vous avez un engagement en politique, vous tous, mes amis élus bien entendu, nationaux ou locaux, mais vous tous qui êtes des militants, c'est parce que vous avez cette exigence et qui est une exigence d'action. Quand certains se couchent devant la fatalité, nous, les gaullistes, nous disons non. Et c'est ça qui est important aussi, avoir le courage de dire. Le monde bouge, certes, mais pas sans la parole de la France. La mondialisation a des exigences. La mondialisation, c'est une réalité. Ceux qui disent qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'existera pas ou qu'on peut en faire abstraction, vous mentent. Ou alors ils sont stupides. Mais il faut savoir comment, à ce moment-là, la France existe dans la mondialisation. Soyons lucides. La mondialisation, aujourd'hui, de plus en plus, sur le plan politique comme sur le plan économique, c'est la rivalité entre deux grands ensembles qui font 1 milliard d'habitants. L'Amérique du Nord, la Chine, l'Inde, et peut-être ces grands ensembles que l'islamisme essaie de créer autour de l'Iran. Ce sera peut-être demain l'Afrique. Un pays comme la France, avec 65 millions d'habitants, même aujourd'hui, 69 millions d'habitants, ne peut pas résister à ça, ne peut pas peser. Alors le pragmatisme, c'est de dire, comme le général de Gaulle l'avait dit, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Sans doute pas l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais nous avons besoin de peser plusieurs centaines de millions d'habitants si nous voulons, sur le plan économique et sur le plan politique, pouvoir peser. L'Europe aujourd'hui, et je le dis tout en étant profondément européenne, ne marche pas. Et je pense qu'elle a 10 ou 15 ans de grandes difficultés. Quand, comme députée européenne, l'année dernière, j'ai vu des parlementaires du même groupe politique en venir aux mains
sur la question de la circulaire sur les travailleurs détachés, parce que les égoïsmes nationaux refaisaient surface et qu'il n'y avait plus de vision de l'Europe, j'ai dit là, l'Europe est incapable de faire face à la mondialisation. Ceci dit, la France n'est pas seule. La France peut s'appuyer sur l'Europe, la France peut aussi s'appuyer sur la francophonie, sur cette grande idée de communauté francophone qui est inscrite dans la Constitution d'ailleurs de 1958 et qui n'a jamais été réellement mise en œuvre. Et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire aujourd'hui, puisque c'est mon activité actuelle, d'essayer de créer pour tous les pays francophones une sorte de Commonwealth, l'équivalent du Commonwealth, qui permettrait à tous ces pays de s'appuyer sur le plan économique les uns les autres et de répondre à tous les défis qui vont être ceux du futur, les défis de l'alimentation, les défis de la santé, les défis de l'énergie, les défis politiques également. C'est aussi une façon de pouvoir agir d'une façon efficace. Vous allez parler de souveraineté dans l'après-midi ou dans la matinée, je ne sais pas à quel moment vous le faites. N'oubliez jamais cette dimension. Il faut être souverain, mais en même temps, il faut être conscient que pour garder sa souveraineté, on a besoin d'alliés de façon à peser dans un monde, qui est un monde où certains cherchent à le dominer, encore une fois, comme les États-Unis, la Russie ou un certain nombre d'autres. Et le premier courage, la première exigence, ça va être la première exigence de courage, c'est celle-ci. Avoir la lucidité de l'examen, avoir la lucidité de l'analyse de ce qui existe aujourd'hui, et ensuite le courage de trouver des solutions concrètes pour que la parole politique ne reste pas dans le vague, mais qu'elle connaisse effectivement une application directe. Le courage, c'est ensuite d'être fidèle à ses valeurs et de les défendre quoi qu'il en coûte. Et certains savent ici que parfois cela coûte de défendre ses valeurs, que certes on va être attaqué, que certains seront écartés ou gênés sur le plan professionnel. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Il y a ceux qui façaillent, ceux qui sont prêts à renoncer à leurs valeurs au premier poste qu'on leur offre, et puis il y a les autres. Et croyez-moi, dans l'immédiat, effectivement, certains peuvent donner l'impression de gagner, d'être plus modernes, d'être plus récompensés. Sur le long terme, ça n'est jamais le cas. Sur le long terme, c'est toujours quand on a été fidèle à ce que l'on est, fidèle à ses valeurs, qu'on gagne, parce que la durée vous donnera raison, parce que l'histoire vous donnera raison. Et ces valeurs chez nous, ce sont les valeurs d'abord de la liberté. Et il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses sur la sécurité. Parce qu'il y a des problèmes de bien-pensance aujourd'hui, qui sont véhiculés par les réseaux sociaux, qui sont véhiculés par certains journaux, et qui font qu'on laisse passer au second plan ce qui est pourtant la première préoccupation, et en particulier des plus modestes dans notre société, car ce sont ceux-là qui effectivement sont visés par les problèmes d'insécurité. Il y a les problèmes de respect de chacun. Sommes-nous dans une société où on respecte chacun? Je n'en suis pas sûre. Ni les administrations, ni parfois les voisins dans certains quartiers n'assument ce respect. Or, nous avons besoin de faire respecter chacun et de le faire reconnaître. Vous n'allez sans doute pas parler de participation aujourd'hui, mais moi je crois profondément à la participation. La participation dans l'entreprise comme la participation dans la prise de responsabilité politique. Aujourd'hui, on voit très bien que finalement, il y a une captation par quelques-uns de ces capacités. Et nous devons affirmer qu'il y a un autre modèle qui repose sur d'autres valeurs, et notamment sur la valeur de l'idée que chaque homme a droit au même respect, à apporter à l'ensemble de la société quelque chose et doit être reconnu en tant que tel. Il n'est de combat qui vaille que de l'homme, disait le général de Gaulle. C'est vrai que c'est une valeur. Aujourd'hui, nous devons voir comment elle se décline. Le courage, enfin, et l'exigence de courage, c'est de veiller à l'unité de la France, dans une France qui se divise de plus en plus, avec des communautarismes qui sont intolérables dans une société comme la nôtre, avec aussi une agressivité et une violence
qui doivent être écartés. Nous ne pouvons être forts, nous ne pouvons être exemplaires, nous ne pouvons être un modèle pour le monde qu'à condition d'être dans l'unité. Et là, il faut y faire attention. Nous sommes différents les uns des autres, nous venons d'horizons différents, nous avons des histoires différentes. Et pourtant, il va être important de savoir s'écouter et de dialoguer cet après-midi en montrant justement qu'autour des idées, des valeurs du général de Gaulle, il y a des échanges, tout le monde n'est pas d'accord. Mon père m'a raconté, puisque lui-même était député gaulliste, comment, à l'époque d'ailleurs, c'était un peu plus viril qu'aujourd'hui, et comment certains députés en venaient aux mains, voire même en venaient à l'épée, puisqu'il y a eu des duels sur des idées qui ont eu lieu à côté de l'Assemblée nationale. Ça prouve bien, effectivement, que en aucun cas le gaullisme n'est une pensée unique. On peut avoir des divergences sur les manières et les méthodes pour arriver à certains résultats, mais il est important, effectivement, de se rappeler que ce qui nous unit est le plus important, parce que ce qui nous unit, ce sont ces principes et ces valeurs. Alors, aujourd'hui, ce que vous allez montrer, c'est qu'on peut faire de la politique autrement. Autour du gaullisme, ce que l'on dit, c'est que la politique, ça n'est pas le court terme. Faire de la politique, ça n'est pas gérer. Ça n'est pas laisser des administrations et les fonctionnaires prendre la décision à la place des politiques. Ce sont les politiques qui doivent avoir le courage des décisions et de les assumer et d'en avoir toutes les conséquences positives ou négatives. Il faut le rappeler. De la même façon, la politique, ce n'est pas du carriérisme. Et malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des hommes et des femmes politiques, parce que les femmes ne sont pas exclues, nous le savons bien, être plus soucieux de postes, être plus soucieux davantage de carrière, quitte à renier leurs convictions. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas comme ça qu'on montre un chemin pour un pays. C'est pas comme cela que l'on offre une image de la politique qui puisse séduire la jeunesse et son besoin d'engagement. Nous, notre rôle, c'est de proposer une vision de notre pays, une vision du monde, une vision des relations entre les hommes qui soit à long terme, qui soit ambitieuse pour la France et qui soit ambitieuse pour chaque homme et chaque femme de ce pays. Parce que la grandeur d'un homme, c'est pas lui-même, vous le savez bien. C'est pas en restant chacun dans notre coin que nous réussirons notre vie. C'est en nous mettant au service d'une cause qui nous dépasse, qui continuera après nous, qui est beaucoup plus vaste que nous-mêmes. C'est cela qui nous fait grandir, que de servir une cause juste, une cause grande, et pour nous, cette cause, c'est la France.